Bonjour, merci professeur Zafad pour cette introduction. D'abord, je remercie professeur Bousfeha pour de me faire participer au présentateur ou au conférencier de cette session, malgré l'expérience un peu euh, modeste du laboratoire. Je remercie professeur Bousfeha d'avoir insisté pour maintenir cette réunion annuelle malgré la contrainte de la pandémie. Donc, il n'y a pas eu de retard ou de report du congrès. Donc, il est resté à son rendez-vous annuel. Et donc, j'espère que l'année prochaine, on sera réunis à un endroit physiquement comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'expérience du laboratoire d'immunologie du CHU de Casablanca dans le cadre de l'HLA, de la greffe de moelle osseuse. Donc, comme vous le savez, donc, la greffe de moelle osseuse, c'est une reconstitution du tissu hématopoïétique du patient avec des cellules souches provenant d'un donneur. C'est une greffe qui, contrairement à la greffe d'organes, elle est techniquement facile. Donc, on n'a pas besoin de restitution vasculaire ou de chirurgie. Elle est facile sur le plan technique, mais elle a beaucoup de contraintes immunologiques. Et donc, elle est difficile à gérer sur le plan immunologique, d'où l'importance d'une compatibilité HLA maximale. Donc, la compatibilité HLA est primordiale pour une réussite d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Avant de passer à l'expérience, donc je préfère, en tant qu'immunologie, de faire un petit rappel sur le système HLA. Donc, le système HLA, pourquoi il a cette importance dans le cadre de la greffe? Et c'est un système qui est aussi appelé CMH. Donc, CMH vient de complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, complexe parce qu'il comporte un grand nombre de gènes. Donc, c'est le système le plus polymorphe de l'être humain, donc le système génétique le plus polymorphe. Il est majeur parce que il provoque, quand il y a une incompatibilité, la violence et la rapidité du rejet est maximale, contrairement au complexe qui est dit mineur d'histocompatibilité. Et histocompatibilité vient du fait qu'il est nécessaire à la compatibilité entre les tissus et à la prise de greffons. Le CMH a un rôle dans la présentation de l'antigène, dans la distinction du soi du non-soi et dans la coopération cellulaire, donc dans la réponse immunitaire adaptative. C'est lui qui permet le déclenchement de la réponse adaptative par la présentation de l'antigène. Ce système HLA est caractérisé par une organisation génétique qui est polymorphe, par une transmission en haplotype et par la codominance. Le système HLA est situé sur le chromosome 6, au niveau du bras court du chromosome 6. Donc, il y a deux classes du système HLA, les classes qui nous intéressent vraiment. Il y a la classe 1 et la classe 2. La classe 1 avec ses locus A, B, excusez-moi, j'essaie de chercher le pointeur. Donc, il y a la classe 1 avec les trois locus classiques, le A, le B et le C, et la classe 2 avec les locus DR, DQ et DP. Le polymorphisme du système HLA est connu depuis le temps, mais le nombre d'allèles qui est décrit augmente d'année en année, et c'est ce qui fait que c'est un système qui reste très complexe et qu'il est nécessaire de maîtriser dans le cadre de la greffe. La transmission, elle se fait de manière en haplotype, parce que les gènes HLA ont une liaison très étroite, et donc la transmission se fait en bloc. Et donc chaque enfant hérite d'un haplotype de la mère et d'un haplotype du père. Et donc dans la fratrie, chacun va hériter un chromosome 6 de la maman et un chromosome 6 du papa, et nous aurons statistiquement 4 possibilités. Donc, sur le plan théorique, un patient a 25% d'avoir un donneur HLA identique dans la famille. L'expression de ces molécules HLA, la surface cellulaire, se fait de manière autosomique codominante. Ça veut dire que tous les gènes HLA, toutes les molécules vont être exprimées à la surface de la cellule de l'individu. Pour le laboratoire du CHU de Noge, c'est un laboratoire d'immunologie, mais qui reste quand même un laboratoire
polyvalent dans le sens où nous avons hérité une unité de sérologie, donc nous réalisons des dosages des sérologies virales et bactériennes et nous avons une unité, nous réalisons le suivi des malades par le dosage des immunosuppresseurs. Nous avons une unité d'exploration cellulaire, une unité d'auto-immunité et dans le HLA, nous avons une unité où nous réalisons du typage par technique SSO sur Luminex et par technique SSP par FluoVista. Et la deuxième technique est plus, nous l'utilisons plus pour les donneurs en état de mort encéphalique dans le cadre de l'urgence. Nous participons de manière mensuelle au staff de greffe des cellules souches hématopoïétiques à l'hôpital 20 août et nous nous occupons du laboratoire de conservation et de congélation des cellules souches hématopoïétiques au niveau de l'hôpital 20 août. Donc, notre activité HLA est vraiment, elle est incluse dans une polyvalence un peu globale. Donc, l'activité HLA a connu beaucoup de difficultés au niveau du laboratoire. J'ai une unité qui a démarré au niveau de l'Institut Pasteur et après, elle a été transférée. Mais nous n'avons pu avoir une activité régulière que depuis un an, donc depuis avril 2019 jusqu'à avril 2020. Après avril 2020, il y a eu la pandémie Covid-19 qui a fait vraiment chuter les demandes et vraiment nous recevons de très rares demandes de typage HLA. Donc, sur un an, nous avons reçu 410 demandes de typage HLA avec une moyenne de 40 par mois. Sur les 410 demandes, la majorité, 86%, c'était des demandes pour greffe de cellules souches hématopoïétiques. Dans la globalité, les receveurs, nous avions donc 133 receveurs de cellules souches hématopoïétiques contre 220 donneurs probables. L'âge médian des receveurs était de 32 ans avec des extrêmes qui vont de 3 mois à 45 ans et nous avions une prédominance masculine chez les receveurs. Chez les donneurs, l'âge médian était de 38 ans. Ça allait de 3 ans à 55 ans. L'âge était proche parce que c'est des frères, donc probablement l'âge ne va pas être très différent. Et le sexe ratio, donc nous avions aussi une majorité masculine chez les donneurs. Concernant les demandes dans le cadre des déficits immunitaires primitifs, excusez-moi, là, c'était pas 133, mais nous avions 9 receveurs prévus pour greffe dans le cadre du déficit immunitaire primitif qui avait 21 donneurs. Donc, chez les receveurs, donc, les patients étaient répartis en 4 SCID et 3 déficits immunitaires combinés. L'âge moyen était de 18 mois de ces patients et le sexe ratio, donc on avait une prédominance masculine là encore. Pour les donneurs, c'était principalement de la fratrie, donc on avait 20 frères ou sœurs et il y avait un seul donneur qui avait comme donneur probable une maman. C'était un SCID qui était prévu pour une greffe haploïdentique, mais par des soucis, des contraintes de moyens jusqu'à maintenant, il n'a pas encore été greffé. L'âge moyen des donneurs était de 5 ans, avec des extrêmes allant de 2 ans à 11 ans. Donc, nous voyons que la particularité des patients atteints de déficit immunitaire, donc c'est l'âge jeune des donneurs, et avec un sexe ratio qui est de 1,07. Donc, nous avons essayé de voir le nombre de donneurs par patient. Et donc, 29%, presque le tiers de nos patients n'avaient qu'un seul donneur. 40% avaient deux donneurs de cellules souches hématopoïétiques et le 31% avaient plus de 3 ou plus donneurs probables. La contrainte qu'avaient beaucoup de patients chez nous en matière de donneurs, c'est la prise en charge du typage HLA, donc c'est le paiement, parce que les malades ramédistes, les assurances ne prennent pas en charge les donneurs probables. Donc, il fallait que quelqu'un paye pour eux ou qu'ils paient eux-mêmes. Donc, ceci a fait que le nombre de donneurs était réduit pour beaucoup de patients par une contrainte matérielle.
Nous avons essayé de calculer la probabilité d'avoir un donneur HLA identique chez notre population. Donc, sur 66 patients de notre population avaient un donneur HLA identique, ce qui était proche de 50%. Donc, un patient sur deux pouvait avoir un donneur HLA identique. Pour les patients atteints de déficit immunitaire primitif, seulement deux, c'était des SCID qui avaient un donneur HLA identique. Au niveau de notre laboratoire. Nous avons aussi calculé les fréquences alléliques, les allèles les plus fréquents, c'était concordant avec ce qui était décrit au niveau du laboratoire de l'Institut Pasteur et au niveau du laboratoire de transfusion sanguine, d'immunologie de Rabat, de l'hôpital de Rabat. J'ai essayé pour partager avec vous un petit peu les contraintes de typage HLA chez les malades atteints de déficit immunitaire. Donc, je partage avec vous le cas d'un nourrisson atteint de SCID. C'est le nourrisson Oussama c'était un déficit immunitaire combiné sévère. Il avait 6 mois lorsqu'on l'a reçu au laboratoire. Il a été adressé pour une deuxième détermination. Il avait un frère HLA identique. Et donc, comme chez nous, le premier typage, la première détermination se fait dans un labo et la deuxième, elle est par les cliniciens, ils envoient un deuxième labo. Donc, il nous a été adressé pour une deuxième détermination et quand nous avons réalisé le typage, nous avions des difficultés à typer le patient. Et surtout, ce qui était un peu bizarre, c'est que nous avions des allèles qui n'étaient pas du tout celles du frère. Et c'est un typage qui a été refait à 2 reprises et sur un autre prélèvement. Nous avons essayé de reprendre l'arbre et les typages des parents. Phénotypiquement, nous avions trouvé que la mère avait le même typage HLA, que le frère donneur. Et ceci nous a fait faire une petite recherche et donc nous avions trouvé que c'était décrit que chez les malades atteints de déficit immunitaire combiné sévère, les cellules maternelles pouvaient interférer lors du typage HLA. Et la recherche des mémoires chez cet enfant a montré qu'il avait plus de 90% de cellules mémoire, ce qui était en faveur d'un chimérisme. Donc l'enfant avait des cellules maternelles circulantes. Et donc, c'est un typage qui a été refait à partir d'un écouvillage buccal. Et donc, l'enfant était finalement haploïdentique avec son frère. Donc, il n'était pas HLA identique avec son frère. Donc, le 0,3 qu'on avait retrouvé et le 0,7 était celle du papa. C'était son vrai typage. Donc, en conclusion, on peut conclure que 50% de nos patients n'ont pas de donneur géno-identique en intrafamilial, d'où la nécessité de développer le registre de donneurs local et de s'ouvrir au registre mondial de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et aussi, je pense que c'est le plus urgent aussi, c'est de développer la greffe haploïdentique au niveau local. Surtout pour les SCID c'est des patients qui sont condamnés à mourir s'ils ne sont pas greffés. Donc, quand on n'a pas de donneur géno-identique, l'aplo reste une alternative très intéressante. Nous avons beaucoup de contraintes de moyens. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le typage HLA pour les membres de la famille afin d'élargir les chances aux receveurs pour avoir des donneurs HLA identiques. Pour la greffe haploïdentique, nous aurons le besoin de développer le typage haute résolution et aussi le chimérisme au niveau local. Et je vous remercie.